Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, à la forme. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? L'actualité internationale nous amène au Qatar où, évidemment, la polémique ne cesse d'enfler. Enfin, il faut aussi relativiser la polémique en Europe en réalité, parce que dans le reste du monde, il n'y a pas de véritable polémique en ce qui concerne l'organisation de la 22e édition de la Coupe du monde de football qui se déroulera au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain. Alors, il faut déjà revenir au début, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en 2010, le Qatar avait obtenu, le 18 décembre 2010 exactement, le Qatar avait obtenu l'organisation de cette 22e édition de la Coupe du Monde. Donc ce n'est pas une nouveauté en soi. Ça fait 12 ans que l'on sait que le Qatar va organiser la Coupe du Monde. Et on connaît aussi la position géographique du Qatar. Le Qatar est situé sur la péninsule arabique, c'est dans le Moyen-Orient, et dans cette région du monde, c'est une région désertique. Donc, il y a le soleil toute l'année. Les températures aussi entre 17 et 36 degrés, voire parfois 40 degrés. Et dans cette zone-là, évidemment, la période la plus chaude, c'est la période du mois de juillet. Et la période la plus froide, c'est la période de l'hiver, donc aux alentours du mois de novembre. Donc, c'est la raison pour laquelle, à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, c'est la raison pour laquelle, exceptionnellement, on a donc décalé l'organisation de la Coupe du Monde de juillet à novembre. Parce qu'en juillet, les températures sont caniculaires. On aussi, les températures les plus faibles tournent aux alentours de 34-35 degrés. Et parfois, on peut atteindre jusqu'à 40 degrés certains jours du mois de juillet. Donc, pour éviter de mettre en danger la vie des footballeurs, parce que le sport, c'est un sport qui demande de dépenser beaucoup d'énergie. Et donc, pour éviter des cas de déshydratation qui pourraient même entraîner des cas dramatiques comme des arrêts cardiaques et autres. Et donc, la FIFA, donc, en collaboration, en coordination avec le comité d'organisation qatari de cette Coupe du Monde, a donc décidé de décaler cette Coupe du Monde au mois de novembre. Donc, il n'y a rien de nouveau en soi. On connaît la situation géographique et on connaît donc le climat qui prévaut dans cette région du monde. Et donc, en soi, il n'y a pas de surprise à ce niveau. Sauf que, pour certains pays, la pilule depuis 12 ans, en fait, ne passait pas. Et on a comme l'impression qu'ils cherchaient une espèce de polémique à déclencher pour essayer de torpiller cette Coupe du Monde. Il ne faut pas l'oublier que ce n'est pas la première fois que l'on torpille une édition de la Coupe du Monde. Déjà, en 2006, la Russie avait obtenu l'organisation de la Coupe du Monde en 2018, il ne faut pas l'oublier, on était en pleine guerre de Tchétchénie et donc certains médias occidentaux n'avaient pas hésité à torpiller la Russie. Mais évidemment, à l'époque, la polémique n'avait pas enflé puisque, entre-temps, la Russie de Vladimir Poutine avait soutenu, si tu veux, le gouvernement de Ramzan Kadyrov, qui est devenu l'homme fort de Tchétchénie aujourd'hui, et donc la guerre était arrêtée. Et donc, bref, on était passé à autre chose. Sauf que, depuis environ 2 mois, la polémique enfle. Tout part déjà, d'abord pas depuis 2 mois, depuis déjà 1 an. Il y a d'abord le tabloïd britannique de Guardian qui a jeté un pavé dans la mare en affirmant que pour la construction des 7 stades de cette Coupe du Monde, parce qu'il ne faut pas l'oublier, lorsque le Qatar obtient l'organisation de cette Coupe du Monde en 2010, le Qatar officiellement n'a qu'un seul stade sur son territoire. Et donc, dans, si tu veux, le cahier de charges que le Qatar avait présenté dans le projet en lui-même et qui avait, bien entendu, officiellement obtenu l'assentiment de la majorité du comité exécutif, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un vote des populations ou des fans de football qui attribue l'organisation de la Coupe du Monde à un pays. C'est le comité exécutif, c'est-à-dire l'ensemble des présidents des confédérations de football qui se réunissent et qui examinent les dossiers de candidature. On sait aujourd'hui, à l'époque, Sepp Blatter et Jérôme Vaucler et un certain nombre d'autres personnalités comme Issa Hayatou étaient membres de ce comité exécutif et donc dirigeaient le football mondial. On sait que le Qatar a dépensé énormément d'argent pour obtenir l'organisation de cette Coupe du Monde. Et pour moi, c'est ça aussi, ce n'est pas une nouveauté en soi, parce qu'on savait déjà que la FIFA était gangrénée par la corruption. Et cette corruption n'a toujours pas
arrêté aujourd'hui, puisqu'il y a même des soupçons de corruption qui pèsent sur la tête de Gianni Infantino, l'actuel président de la FIFA. Donc c'est un milieu où il est brassé énormément d'argent et donc où évidemment la corruption est quelque chose qui est un risque et qui est vraiment réel. Et donc aujourd'hui, on a dit que le Qatar a dépensé beaucoup d'argent, a mouillé certaines poches pour obtenir l'organisation de cette Coupe du Monde, mais cela n'avait pas remis en cause l'attribution de l'organisation de cette Coupe du Monde au Qatar. Et donc, comme je l'ai dit, en 2010, le Qatar n'avait qu'un seul stade. Et donc, dans le cahier de charges, le Qatar avait donc prévu la construction de 7 autres stades pour en faire 8, la construction d'un aéroport international, flambant neuf, la construction d'un métro qui partirait de l'aéroport vers les différents stades, la construction de routes aussi aménagées pour justement permettre de partir du centre-ville de Doha et de se rendre dans les différents stades et également dans le nouvel aéroport qui a été construit, et ensuite derrière aussi la construction de certaines infrastructures, notamment des structures hôtelières pour accueillir à peu près les 2 millions de spectateurs qui vont faire le déplacement pour venir assister à cette Coupe du Monde. Et là où il y a la polémique qui a été balancée par le Guardian, c'est que le Guardian a, il y a un an, lancé un pavé dans la mare en expliquant que pour la construction de toutes ces infrastructures qui ont nécessité énormément de main-d'œuvre, à peu près 30 000 personnes, il faut savoir que le Qatar a une très faible population, environ 4 millions de personnes, et donc pour la construction de toutes ces infrastructures dans un laps de temps aussi court, parce que c'est en 12 ans que tout ça a été construit, il fallait donc énormément de main-d'œuvre. Et donc le Qatar a fait appel à de la main-d'œuvre étrangère, une main-d'œuvre massive. Environ 30 000 personnes ont été embauchées pour travailler dans ces chantiers-là. Principalement, ils viennent d'Inde, du Pakistan et des Philippines. Ce sont ces 3 pays-là qui ont été les plus gros contingents pourvoyeurs de main-d'œuvre pour la construction de toutes ces infrastructures-là. Et le Guardian a estimé que pour la construction de toutes ces infrastructures-là, donc les stades et autres, 6 500 personnes auraient perdu la vie au cours de la construction de ces différents chantiers-là. Et 6 500 personnes, c'est énorme. C'est quelque chose que l'on a, c'est quelque chose d'inédit aujourd'hui au regard de... Aujourd'hui, oui. Les choses qui se sont construites et puis il y a beaucoup de gens qui sont morts. Voilà, maintenant il faut relativiser. Et c'est là où c'est intéressant parce que le Guardian dit qu'il y a eu 6 500 morts. On ne dit pas les 6 000. D'abord, il faut savoir que ce sont les seuls chiffres que le Guardian dit s'être basé, si tu veux, sur les chiffres diffusés par les pays qui ont envoyé ces travailleurs migrants au Qatar. Donc, ils se sont rapprochés, semble-t-il, et ils ne disent pas de quelles autorités officielles ils se sont rapprochés, mais ils disent qu'ils se sont rapprochés du Pakistan, de l'Inde et des Philippines, donc de tous ces pays qui ont envoyé des travailleurs. Et ils ont regardé la mortalité dans ces groupes de personnes-là. Et à partir de cela, ils ont fait une addition, donc ils ont fait un cumul, et ce cumul global donnait le chiffre de 6 500 morts. Maintenant, les autorités qataries, elles contestent totalement ce chiffre-là, puisque officiellement, pour la construction de ces différentes infrastructures, le Qatar ne reconnaît officiellement que la perte de 37 personnes. Ils expliquent, et même dans ces 37 personnes, il y a 3 personnes qui sont décédées, non pas sur le chantier, mais sont décédées des conséquences liées justement aux conditions de travail dans ces chantiers-là. Donc, le Qatar estime que les 6 500 décès, et même là, le Guardian dit que ces 6 500, d'autres organisations comme Human Rights Watch affirment qu'on oscille plutôt aux alentours de 7 000 morts dans ces différents chantiers. Et donc ça a suscité un tollé de la part de certains pays, certaines organisations non gouvernementales, principalement occidentales, qui ont fustigé le fait que, selon leurs propos, au regard de ces 6 500 morts affirmés par le journal The Guardian, c'est la preuve que le Qatar, une fois de plus, ne respecte pas les droits humains. Le Qatar utilisait ces migrants-là comme du bétail. Le Qatar n'était pas regardant sur des questions de santé et sécurité au travail. Et donc, certains même vont jusqu'à amener des témoignages disant que, par exemple, les gens travaillent 6 jours sur 7, en moyenne 12 heures par jour, sous le soleil, pendant l'hiver, donc quand il fait froid, sans aucune protection.
protection ou avec un minimum de protection. Et donc tout ça a fait que en Europe, il y a eu une polémique et cette polémique encore a été accentuée le mois dernier lorsque les autorités qataries ont fait savoir aux futurs spectateurs de la Coupe du Monde que le fait qu'ils viennent au Qatar, qui est un pays musulman, et ces derniers devraient être astreints à respecter les cultures qataries et les règles religieuses musulmanes, donc de l'islam. Donc, un message a été envoyé de manière très claire, notamment aux minorités, certaines minorités homosexuelles et LGBT qui n'ont pas... Il y a Q+, à la fin. En tout cas, ces minorités-là n'auraient pas ont le droit de venir au Qatar, mais n'auraient pas le droit d'exprimer leur préférence sexuelle, c'est-à-dire que des couples homosexuels n'auront pas le droit de partager la même chambre, des couples homosexuels n'auraient pas le droit d'afficher de manière ostentatoire leur homosexualité, leur préférence sexuelle. Et donc tout ça a encore rajouté une autre polémique sur cette première polémique des 6500 morts et le Qatar est resté ferme jusqu'à présent. Le Qatar a fait savoir que si des personnes homosexuelles ou des personnes tenteraient de violer, pas seulement en ce qui concerne les préférences sexuelles, mais tout individu qui violerait, si tu veux, les lois qataries serait soumis aux lois qataries et donc serait très certainement fermement sanctionné par les lois qataries. Et donc tout ça a fait qu'il y a eu encore une deuxième polémique au point où certaines personnalités ont donc commencé à dire qu'elles n'allaient pas assister à cette Coupe du Monde. La première personnalité à le dire de manière officielle, c'est Philippe Lahm. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien international de l'équipe de football allemande, vainqueur de la Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Philippe Lahm, lui, a été le premier à dire qu'il n'irait pas au Qatar assister à cette Coupe du Monde au nom de la défense de certaines valeurs, la liberté, la démocratie, la lutte contre l'homosexualité, les discriminations de manière générale. Et d'autres personnalités du football aussi lui ont emboîté le pas, comme Eric Cantona qui a dit qu'il n'assisterait pas. D'autres sont même allés plus loin en disant même qu'elle n'allait pas regarder les matchs, que ce soit au stade ou à la télé, donc qu'elle allait totalement se désintéresser. Et ça ne s'est pas arrêté là. La polémique en ce moment est en train de prendre dans certaines villes européennes pour savoir si oui ou non elles devaient organiser des manifestations comme il est de coutume lorsque c'est la Coupe du Monde pour les gens qui n'ont pas pu faire le déplacement vers le pays où est organisée la Coupe du Monde. Eh bien, on met en place ce qu'on appelle des fan zones pour permettre aux férus de football de suivre leur équipe nationale. Et pour cela, on aménage des espaces dans lesquels les gens pourront venir regarder ces matchs-là. En général, ce sont des stades ou bien des parcs qui sont aménagés dans lesquels on va mettre des écrans géants et permettre ainsi aux téléspectateurs de venir partager, de communier ensemble derrière leur équipe nationale et pour partager ensemble leur amour du football. Sauf que il faut apporter deux nuances. La première nuance concernant par exemple le nombre de morts, même si, là je parle au conditionnel, s'il était avéré qu'il y aurait eu 6500 morts, qu'il y aurait eu 6500 morts dans les chantiers au Qatar, 6500 morts c'est sur 12 mois, ce qui fait que lorsque l'on regarde les ratios en vérité, parce que dans les 6500 morts, on dit 6500 morts sur 30 000 ouvriers, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais lorsque l'on fait le ratio, on constate qu'on n'est pas très éloigné de la mortalité dans les chantiers aujourd'hui. Lorsque vous regardez, par exemple, j'ai pu consulter un certain nombre de rapports, notamment les rapports de l'Organisation internationale du travail, notamment celle qui date de 2009, parce qu'en 2020-2021, il y avait eu la Covid et beaucoup de chantiers à travers le monde avaient été interrompus. Mais lorsque l'on regarde la mortalité dans les chantiers, on se rend compte que l'OIT, lorsqu'on regarde les statistiques de l'OIT, ce n'est pas très très éloigné, parce que quand on regarde aujourd'hui, très peu de pays, y compris dans les pays développés, donc les pays qui aujourd'hui tirent à bullet rouge sur le Qatar, très peu de pays respectent en réalité les normes de santé et sécurité au travail. C'est une tragédie, mais le Qatar n'est pas le seul pays à subir, à également être, si tu veux, atteint par cette réalité-là. Ce n'est pas une réalité qui n'existe qu'au Qatar. Aux États-Unis, par exemple,
le taux de mortalité chez les 25-35 ans qui est la, si tu veux, la tranche d'âge qui correspond à la mortalité la plus haute dans les BTP, aux États-Unis, ils viennent en 4e position. D'accord? Derrière les armes à feu, derrière les drogues et derrière, évidemment, l'utilisation de médicaments. Donc, tout ça fait que lorsque l'on regarde en Europe et aux États-Unis, les chantiers, la mortalité est aussi très élevée dans les chantiers. Si on donne 6500, c'est un chiffre global, c'est en fait en réalité pour frapper dans les esprits. Mais lorsque l'on regarde le taux de mortalité dans ces chantiers-là, eh bien, on constate qu'il est certes élevé, mais que ce n'est pas seulement le cas au Qatar. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faudrait savoir, c'est que le Qatar, en réalité, n'est pas... Le Qatar n'a pas conçu directement les stades. Comme je l'ai dit, le Qatar est le maître d'œuvre, donc c'est le Qatar qui finance la construction de ces stades et elle fait donc appel à des entreprises de BTP et ces entreprises de BTP qui sont venues travailler au Qatar, qui ensuite, elles, ont, par le biais de sous-traitants, embauché tous ces travailleurs-là et qui les géraient au quotidien, ce sont de grands groupes occidentaux. Hein. Donc, ce sont ces grands groupes français, américains, anglais qui ont eu des marchés au Qatar. Et donc, en réalité, ce n'est pas la responsabilité. C'est vrai que le Qatar a une responsabilité morale parce que ces décès ont eu lieu sur son territoire et c'est le Qatar qui était le maître d'œuvre. C'est le Qatar qui finançait la construction de ces stades-là. Mais ce n'est pas le Qatar qui, au quotidien, veiller à ce que les règles élémentaires de santé et de sécurité dans ces chantiers-là soient appliquées et soient respectées. Ce sont ces entreprises, pour la plupart occidentales, ou que ce soit les entreprises ou bien leurs sous-traitants, qui avaient ces contrats-là avec le Qatar, et ce sont ces entreprises qui ne les ont pas respectés. Donc le Qatar seul ne devrait pas avoir à subir la responsabilité de cette tragédie-là. Moi, je pense que si. Hein. Pourquoi ? Parce que ce sont les entreprises qui viennent travailler dans mon pays, donc je dois surveiller s'ils travaillent selon les normes et les règlements en vigueur. Je suis d'accord, mais ces entreprises-là occidentales sont censées faire appliquer les normes de sécurité de leur pays. Et les... Oui, mais le pays doit avoir une agence qui vérifie ça. Je suis d'accord, c'est la raison pour laquelle je dis que le Qatar seul ne doit pas en assumer la responsabilité. Pour moi, c'est trop facile. Parce que ce sont ces entreprises occidentales-là, donc originaires des pays qui tirent à boulet rouge sur le Qatar. Jean-Paul, si tu ne me contrôles pas, je fais comme je veux. Au moment où tu commences à me contrôler, je commence à me réglementer. Je suis d'accord. Donc le responsable, c'est le gars qui doit contrôler. Je n'ai pas dit que le Qatar n'est pas responsable. Je dis que les responsabilités sont partagées avec ces entreprises-là. D'accord ? Et que les pays dont sont originaires ces entreprises devraient ne pas faire du 2 poids 2 mesures, devraient également inclure dans cette responsabilité-là ces entreprises qui n'ont pas respecté les normes qu'elles-mêmes elles vont dire que nous on est venus pour construire. Après le reste... Mais donc dans ce cas, et c'est là où je reviens maintenant aux pays, ces pays-là en eux-mêmes, où la mortalité a été est également élevée dans les bâtiments. Je prends un exemple. En 2019, j'ai trouvé un rapport, si tu veux, de la caisse des accidents du travail, des risques professionnels française, qui disait qu'en 2019, rien que dans le département de Corse, 650 chantiers avaient été arrêtés sur près de 2000 en cours parce que les normes de santé et de sécurité n'étaient pas respectées. Ça, ce n'est que rien que dans un seul département. Donc, ça veut dire que, comme je reviens, malheureusement, dans le monde aujourd'hui, et c'est tragique, les règles de santé ne sont pas respectées dans les chantiers de BTP. Et donc, aujourd'hui, tirer à boulet rouge sur le Qatar en disant en faisant du Qatar une espèce de porte-étendard du manque de respect des normes de santé et de sécurité dans les chantiers de construction, je dis que c'est quand même de l'hypocrisie. C'est à ce niveau-là que je voudrais arriver. Et puis la deuxième chose, c'est que d'autres pays boycottent également, veulent boycotter le Qatar parce qu'ils estiment que, si tu veux, au nom des valeurs donc LGBT. Mais en réalité, il faut bien comprendre que organiser des fan zones ou organiser des manifestations en plein hiver en Europe, au prix où le kilowattheure, le mégawattheure d'électricité est passé de 100 € il y a un an à près de 800 € aujourd'hui, fait qu'aujourd'hui, en réalité, beaucoup de villes n'ont pas les moyens d'organiser beaucoup de villes qui n'ont même pas les moyens de réchauffer les amphithéâtres. Voilà, aujourd'hui, les amphithéâtres, les écoles, les piscines. Donc aujourd'hui, c'est pas les fan zones en plein hiver. C'est pas les fan zones en plein hiver qu'on pourra organiser. Donc en réalité, il y a un fonds qui est là, il y a une raison économique qui fait que beaucoup de pays, beaucoup de grandes villes en Europe
Paris l'a annoncé hier, il n'y aura pas de fan zone, mais Paris explique que ce n'est pas, la mairie de Paris explique que ce n'est pas un boycott de la Coupe du Monde, c'est juste qu'en réalité, elle n'a pas les moyens d'organiser en plein hiver des manifestations de ce type dans sa commune au regard de la flambée des cours des prix de l'électricité. Donc, il y a ce problème profond-là. D'un côté, certes, il y a eu beaucoup de morts. Il y a eu des morts, malheureusement, dans les chantiers. Le Qatar, ce n'est pas seulement l'apanage du Qatar. Tous les pays où il y a des chantiers, malheureusement, connaissent des morts. Et deuxièmement, ce n'est pas seulement pour les libertés, mais aussi les pays européens veulent boycotter le Qatar, enfin ne pas organiser de manifestations dans leur commune, parce qu'évidemment, il y a une flambée du prix de l'électricité qui rend totalement impossible l'organisation de telles manifestations. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.